Ça marche, ok. Bonjour tout le monde. Alors, on est désolé avec le DNH un peu du contretemps. On devait commencer à 16 h. Il y a eu des petits bugs avec Teams. Donc, on a essayé de résoudre ça le plus rapidement possible. Donc, on est désolé. Alors, enchanté tout le monde. Donc, je m'appelle Grégoire Chevalier. Je vais être votre intervenant aujourd'hui pour vous parler de la gestion de son alimentation pour avoir un bon microbiote intestinal. Rapidement, je vais me présenter, ensuite on va pouvoir un peu dérouler la présentation et je vais me présenter pour vous expliquer aussi moi d'où vient en fait cet intérêt pour le microbiote. Euh, Aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise, j'ai créé ma boîte maintenant il y a 2 ans. Je produis et commercialise une boisson rafraîchissante sans alcool qui s'appelle Maimi Kombucha. Donc la kombucha, c'est une boisson fermentée. Et à côté de ça, je suis également professeur en école de commerce. J'interviens dans différentes écoles. Donc vous pouvez un peu le comprendre, c'est l'intérêt que j'ai moi pour le microbiote. Il provient un peu de cette entreprise que j'ai créée, parce que la kombucha, en fait, c'est une boisson fermentée. Et on va voir, en fait, dans cette présentation, l'impact des produits fermentés, de l'alimentation fermentée au sein de son alimentation. Tu peux aller à la slide après, là, si tu veux. Donc, moi, c'était un peu le fruit du hasard. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Initialement, j'étais consultant dans un cabinet de conseil à Paris. Et en fait, je consommais pas mal de kombucha, notamment parce que c'était ma grand-mère russe qui faisait cette boisson dans le nord de la France. Et on sait que la kombucha, ça provient de Russie et de Chine et ça existe depuis 2000 ans. Et j'en buvais pas mal. Et c'était vraiment mon petit booster naturel à la fois pour tenir les longues horaires que j'avais en cabinet et en même temps, sachant que je suis assez sportif, ça me permettait d'augmenter mes performances ou en tout cas de pouvoir bien faire du sport. Et en plus de ça, voilà, dans ma famille russe, on inclut pas mal de produits fermentés, que ce soit le chou fermenté, le concombre. Et c'est un peu ça qui m'a donné envie de m'intéresser plus particulièrement, plus précisément à mon microbiote. À côté de ça, il y avait aussi le fait que j'étais plutôt une personne saine. Je fais du sport, je fais attention à mon hygiène et à mon alimentation. Pourtant, je pouvais quand même avoir des petits problèmes au ventre, des petites douleurs. Souvent, ça représentait des reflux acides. Et je m'étais dit, OK, mais alors d'où ça vient? Et c'est pour ça que j'ai décidé de plus comprendre ce qu'est le microbiote. Notamment parce qu'en fait, vous allez voir, c'est que le microbiote, c'est vachement important parce que, excuse-moi, il peut entraîner ça peut entraîner, un mauvais microbiote peut entraîner des conséquences importantes, que ce soit des douleurs abdominales, des nausées, des constipations, des ballonnements, mais surtout une baisse de l'immunité. C'était vraiment ça que je cherchais à éviter. D'où un peu mon intérêt pour le microbiote intestinal et bien le renforcer. Donc, je vais essayer un peu de vous résumer ce que j'ai appris moi et ce que j'ai également mis en pratique. Donc, on va vous parler donc de la gestion de son alimentation pour avoir un bon microbiote. N'hésite pas à descendre à la prochaine slide. Tout d'abord, une première définition rapide de ce que c'est un microbiote, ça va être un ensemble de micro-organismes, des bactéries, des champignons, qui vont vivre dans un environnement spécifique. Le rôle du microbiote, c'est principalement d'activer en gros la vie du corps humain dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des microbiotes un peu partout, que ce soit le microbiote buccal, le microbiote cutané ou même le microbiote urogénital. Il existe plein de microbiotes, mais un des plus importants, c'est celui de l'intestin, du tube digestif, qu'on pouvait également appeler avant, plus communément, la flore intestinale. Pour vous parler du microbiote, je vais d'abord un peu vous expliquer comment en fait notre corps fonctionne, notamment lors de la consommation d'aliments, qui fait travailler le transit intestinal. Donc Léa, si tu veux descendre. Tout commence en fait à la première bouchée de nourriture. Le tube digestif, il va commencer à travailler dès ce moment-là, juste pour finir enfin expulsé par l'anus. Le transit, il se passe de cette manière-là. On va mastiquer avec la bouche
la bouchée et elle va être décomposée, cette bouchée, notamment grâce à la salive qui va aider cette décomposition. Ensuite, ça va tomber au niveau de l'estomac qui, lui, va en faire une bouillie, notamment avec les sucs digestifs. Enfin, ensuite, ça va être le rôle de l'intestin où les micro-organismes vont capter les nutriments pour les absorber. Et ensuite, ça va passer au niveau du côlon qui va finir l'absorption pour ensuite, on va dire, lâcher à peu près 10% de la bouchée restante en sel. Et donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 90% de la bouchée qui a été absorbée par les différents organes. Donc, maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, le tube digestif, je vais vous préciser ce que c'est que le microbiote intestinal. En gros, c'est là où vont vivre les micro-organismes qui vont réguler notre transit. Et on va avoir besoin de ces micro-organismes pour être en bonne santé. Donc, le microbiote intestinal, Léa, si tu veux bien aller à la slide suivante, représente l'ensemble des bactéries, des levures, des champignons présents dans notre appareil digestif. En gros, ils vont vivre en symbiose lorsque cet équilibre digestif est maintenu. Et c'est vraiment important d'avoir vraiment cette symbiose quotidienne. Le rôle du microbiote, il va principalement servir à trois choses. Il va servir à nous aider à assimiler les nutriments de notre alimentation. Il empêche que les substances non voulues d'être absorbées, il empêche, excusez-moi, les substances non voulues d'être absorbées ensuite par notre intestin. Et il va stimuler notre système immunitaire. L'origine de ce microbiote, c'est, je ne vais pas trop revenir en détail parce que je crois que vous allez avoir une conférence là-dessus. En gros, il va se former lors de l'accouchement du nouveau-né et ça va être la mère qui va partager une partie de son microbiote à son enfant. Après, évidemment, la composition du microbiote intestinal, elle va évoluer par rapport aux facteurs externes et internes de la vie de l'enfant, notamment par l'alimentation du nourrisson, pour que, à la fin, chaque individu se retrouve avec un microbiote qui lui est propre. Donc, chaque individu a son microbiote unique. Et ce microbiote, il va être très important parce qu'en fait, il représente à peu près 80% de notre système immunitaire. D'où l'importance d'avoir pour avoir une bonne immunité, avoir un bon système, avoir un bon microbiote. On reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation. Je vous ai pas mal parlé de bactéries et c'est important parce qu'en fait, dans le microbiote, les bactéries vont être essentielles, vont être extrêmement présentes. On en compte à peu près plus de 100 000 milliards dans le microbiote, avec plus d'une centaine d'espèces différentes. Et elles vont évoluer selon plusieurs choses. Si on a une mauvaise hygiène de vie, si on est stressé, si on a une mauvaise qualité même et quantité de sommeil, et également si on a une mauvaise alimentation. Aujourd'hui, en plus, on le voit avec l'industrialisation de l'alimentation, l'utilisation de pesticides, ça vraiment impacte fortement notre microbiote par rapport notamment dans le passé où il y avait moins cette industrialisation de notre alimentation. Donc, petit rappel sur ce que les types de bactéries. Il en existe deux sortes. Léa, si tu veux passer à la slide d'en dessous, merci. Il y a les bonnes bactéries, qui sont les bactéries symbiotiques. Elles vont vivre en symbiose avec le reste de l'organisme vivant. Et il y a les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes, qui sont en fait les bactéries responsables de maladies. Donc, on va voir maintenant l'importance d'un bon microbiote et pourquoi c'est utile. Il y a principalement trois piliers qui peuvent montrer l'importance du microbiote. Léa, si tu veux bien descendre dans la présentation, c'est pour la digestion, pour son immunité et également pour son cerveau. Pourquoi les bonnes bactéries sont-elles utiles pour la digestion? En gros, la digestion des aliments est en partie faite au niveau de l'estomac, excusez-moi. Mais certains nutriments ne vont pas pouvoir être digérés par l'estomac. On pense notamment aux fibres alimentaires. Aussi, une partie des nutriments vont atterrir dans l'intestin, puis dans le côlon. Et ça va être maintenant ça va être maintenant le rôle des bactéries qui vont vraiment jouer ce rôle de digestion, qui vont jouer un rôle dans la digestion. En fait, elles vont permettre de digérer ce qui est indigestible.
Et donc les nutriments qui sont présents dans, dans la flore intestinale, qui n'ont pas été digérés, vont l'être grâce à ces bactéries et elles vont nourrir en quelque sorte la flore intestinale. Or, si le microbiote ne fonctionne pas bien, les bonnes bactéries elles ne vont pas pouvoir absorber les nutriments nécessaires pour le fonctionnement du corps humain. D'où l'importance de la digestion. Ensuite, il y a l'immunité. Un bon microbiote intestinal va aussi jouer un rôle de barrière contre l'invasion des bactéries pathogènes responsables de ces diverses maladies. Pour schématiser ce que les bonnes bactéries du microbiote vont faire, on peut parler un peu de trois rôles. Elles vont empêcher les mauvaises bactéries de s'installer confortablement dans le microbiote en se mettant en fait à leur place. Elles vont aussi manger les nutriments, donc typiquement les fibres qui peuvent arriver dans le corps humain à la place des mauvaises bactéries. Donc celles-ci, en fait, elles ne vont pas pouvoir se nourrir et donc se développer. Et enfin, les bonnes bactéries du microbiote vont aussi lutter directement contre les mauvaises bactéries, les pathogènes, avec la production de substances bactéricides. En gros, en faisant cela, le microbiote, lui, va favoriser le développement du système immunitaire de l'homme. Enfin, il faut savoir qu'on est bien dans notre tête si on est bien dans notre microbiote. Vous avez sûrement entendu parler du livre L'intestin, le deuxième cerveau. C'est le professeur Madame Joly Gomez qui a rédigé ce bouquin. Donc, je ne vais pas non plus trop approfondir là-dessus parce que vous allez sûrement avoir peut-être des conférences là-dessus. Mais rapidement, en gros, il faut se dire qu'il existe une connexion entre le système neuronal et le microbiote intestinal. Il y a des études récentes en fait, qui ont montré qu'il y avait des troubles psychiques. On peut penser à l'anxiété, le stress, la dépression aussi, c'est un trouble psychique qui en fait pourrait être étroitement lié à des dysfonctionnements au niveau des intestins. En fait, les bactéries, elles vont évoluer, les bactéries qui évoluent dans le tube digestif joueraient un rôle important dans la gestion de nos émotions, voire des maladies neurodégénératives. Et ces travaux, ils sont toujours en cours. On en apprend toujours beaucoup en ce moment. Je vous conseille par exemple d'écouter le TEDx de John Cryan. C'est un Irlandais et en fait, il s'est penché sur la connexion entre le cerveau, l'intestin, le microbiote et son influence sur les maladies psychiatriques et celles du système immunitaire. Vous avez peut-être suivi, en fait, il avait fait des tests sur des groupes de souris où en fait, il avait pris deux catégories de souris. L'une des catégories, il avait injecté dans les souris une bactérie, la lactobacille, qui est considérée comme une bonne bactérie pour l'intestin. Et l'autre groupe, il avait rien mis. Et en fait, il a vu que le groupe où il y avait la bonne bactérie avait moins d'hormones du stress et donc était plus performante que celle qui n'avait pas eu cette bactérie. Donc, je vous invite vraiment à y regarder ce TEDx, il est très intéressant. Chez l'humain, en fait, ce lien existe grâce au nerf vague qui lie en gros le système nerveux entérique, donc c'est celui qui est présent au sein du microbiote, et le système nerveux central. Les émotions, elles vont vraiment transiter dans ce nerf vague entre les deux systèmes nerveux. Donc, on l'a compris, on ne veut pas avoir un microbiote perturbé, puisque ça impacterait énormément de choses. Et lorsque ce microbiote intestinal il va être perturbé dans sa composition et dans son fonctionnement, on va souvent parler de dysbiose intestinale. Cette dysbiose, Léa, si tu veux aller à la slide suivante. Cette dysbiose, elle va impacter notre système immunitaire et la paroi intestinale, qui va être souvent altérée. On peut la découvrir à travers plusieurs symptômes. Donc, typiquement, encore une fois, l'alimentation, c'est vraiment clé. Et ça, je vous conseille vraiment d'essayer de sentir votre corps, notamment lorsque vous êtes fatigué après un repas. Souvent, ça peut être lié à une dysbiose au niveau de l'intestin. Évidemment, si on a mangé peut-être un gros burger avec un coca, et bon, là, il y a une digestion qui va être un peu plus compliquée. Mais si on a mangé quelque chose, une petite salade, et vous êtes fatigué après un repas, c'est des symptômes qui pourraient être liés à un mauvais microbiote. Également, une haleine putride. Donc, je ne parle pas d'une haleine quand on a oublié de se laver les dents, mais vraiment avoir une haleine
assez désagréable. Des douleurs, vous allez ressentir des douleurs, par exemple des crampes abdominales ou des ballonnements. Faites, moi, ce que je conseille toujours, par exemple, moi, je suis assez sportif, donc je fais souvent des abdos. Et à un moment donné, je savais que j'avais des crampes aux abdos, j'avais des douleurs au niveau des abdos. Et je me disais, ah, mais non, c'est seulement parce que je fais des abdos, ça va passer. Et je me suis à un moment arrêté de faire un peu cette routine sportive pour vraiment sentir mon corps et me dire, est-ce que c'est à cause de quelque chose ou c'est juste, non, en fait, au quotidien, je vais avoir ces douleurs et ces crampes abdominales. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, ça venait vraiment, c'était pas à cause des abdos. Donc, moi, je vous invite vraiment parfois à arrêter un peu ce que vous faites, votre routine, votre quotidien, pour essayer de ressentir votre corps comme il pourrait être. Et enfin, les selles non moulées, ça, c'est aussi un bon symptôme pour voir si on est atteint de dysbiose. Donc maintenant, l'objectif, ça va vraiment être de comment on va avoir un bon microbiote intestinal. Donc Léa, tu peux aller à la slide suivante. Merci Léa. Merci ma secrétaire. Même dans l'étude, j'aurais pu le faire, mais on a eu un petit bug, j'arrivais pas à partager mon écran. Donc, pour avoir un microbiote, moi je conseille toujours essayer d'éviter la prise d'antibiotiques à forte dose. Même si les antibiotiques, ça sauve évidemment des vies, en fait, on a vu que ça pouvait appauvrir aussi le microbiote en bactéries, que ce soit les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises bactéries en les tuant, mais aussi les bonnes bactéries. Éviter également d'être stressé. Donc là, tu peux aller dans l'autre slide. Tu peux aller dans l'autre slide là. Essayer d'éviter d'être stressé. Je vous l'ai déjà dit, une mauvaise qualité et de quantité de sommeil. Une activité physique insuffisante. On a vu que l'activité physique, en fait, elle pouvait réduire des inflammations au niveau de l'intestin. Et après, il y a un peu les autres facteurs qui sont un peu, on va dire, sûrs, c'est éviter le tabac, éviter l'alcool. En fait, ils vont perturber des mécanismes immunitaires au niveau de l'intestin. Et bien sûr, éviter d'avoir une mauvaise alimentation. Donc ça passe aujourd'hui par typiquement des céréales raffinées. Favoriser peut-être plutôt des céréales à base de seigle, d'avoine, de blé complet. Mettez de côté tout ce qui va être farine blanche, donc les pâtes, les pains avec baguettes, avec une farine blanche, donc les baguettes, typiquement ça, c'est vraiment à mettre de côté. Éviter également la cuisson brutale des aliments. Il faut éviter de les brûler. Donc, on peut favoriser une cuisine avec des aliments crus, même s'il faut faire attention dans tout ce qui, dans tous les légumes crus, ou aussi une cuisine à base de vapeur. Donc, plutôt cuire à la vapeur pour éviter de brûler les aliments. Pareil, un manque d'hydratation, c'est souvent, ça peut vraiment entraîner des complications. Donc moi, typiquement, aujourd'hui, je me force à boire minimum 1,5 litres d'eau par jour. C'est ce qui est conseillé. On ne le fait pas, mais c'est des petites choses comme ça qu'on peut changer durant notre quotidien pour améliorer vraiment notre santé. Typiquement, l'eau, on oublie souvent d'en boire, mais il faut essayer de au moins une bouteille d'1,5 litre. Éviter de manger trop de viande, notamment la viande crue. Pourquoi trop de viande? Parce qu'en fait, il y a quand même des antibiotiques dans la viande et donc et en fait, quand on va les manger indirectement, on va un peu consommer d'antibiotiques, donc ça, il faut faire attention. Éviter aussi les épices. Il y a des super épices, typiquement comme le curcuma. Donc moi, parfois, je fais des kombucha au curcuma, mais à l'excès ou sur certaines épices, ça peut également favoriser des inflammations. Maintenant, on va regarder un peu comment on va recharger ce microbiote. Donc, l'alimentation, on l'a vu, elle a évidemment un rôle à jouer. Donc, tu peux aller, Léa, à la slide suivante, s'il te plaît. Je vous invite dès maintenant à consommer des prébiotiques. Donc, vous avez sûrement dû en entendre parler de ces notions prébiotiques, probiotiques, microbiote intestinal. C'est un peu des termes et c'est un peu les concepts qui sont à la mode en ce moment.
Il y a 5 ans, on était sur les aliments vegan, mais aussi surtout sur le gluten, les produits sans gluten. Aujourd'hui, on parle pas mal de microbiote et d'aliments prébiotiques et probiotiques. On va un peu expliquer pourquoi en fait c'est important de manger des prébiotiques et en fait vous allez réaliser que vous mangez aussi des prébiotiques souvent, mais sans forcément le savoir. Les prébiotiques, en fait, c'est des glucides spécifiques qui vont pas être digérés par l'homme. En fait, c'est des sortes de fibres végétales. Donc, ces ingrédients qui ne vont pas être digérés, ils vont atteindre directement l'intestin et c'est les bonnes bactéries qui vont se nourrir de ces fibres-là pour en fait favoriser leur développement. Pour assurer une durabilité des effets bénéfiques de ces prébiotiques, il est nécessaire en fait d'en consommer régulièrement parce qu'une fois qu'on a mangé, par exemple, là, je vous ai montré une carotte, en fait, les fibres des carottes vont être consommées par les bactéries, il faudra qu'elles puissent en remanger. Voilà, l'intérêt des prébiotiques, c'est vraiment qu'ils vont nourrir les bonnes bactéries. Mais alors, qui dit nourrir, c'est un peu leur alimentation, c'est ce que elles consomment. Donc, il faut souvent manger ces prébiotiques-là. Aujourd'hui, on recommande à peu près, là tu peux aller à l'autre slide, on recommande à peu près de consommer 30 grammes de fibres alimentaires au quotidien. En France, on en consomme qu'en moyenne 17 grammes. Donc, pour, on va dire, pallier ce petit delta de 13 grammes, ça peut être vraiment facile à le faire. Que ce soit à l'heure du déjeuner, à l'heure du midi, à l'heure du dîner. Moi, par exemple, maintenant, pour mon goûter, ce que je fais, c'est que j'ai un mendiant prêt. Donc, c'est des noix, des raisins secs. Tout ça, ça va vraiment permettre d'atteindre un peu ce 30 grammes de fibres recommandées. Pareil, éviter le pain blanc, manger plutôt du pain complet. Je peux vous citer un peu d'autres aliments qui ont des prébiotiques. Ça va être les artichauts, l'asperge, les endives, les bons céréales. Donc, je vous en ai déjà parlé, le seigle, l'avoine, le blé complet, mais aussi l'oignon, l'ail. Et comme je vous l'ai dit, des aliments pauvres en fibres à éviter. Ils ne vous apportent rien en fait. Ça va être typiquement la farine blanche, la pizza. Pizza, ça apporte rien en termes de nutrition. Et le pain blanc. Donc voilà, il faut essayer d'associer, il faut vraiment consommer ces prébiotiques, donc en fait on en consomme souvent, et les associer aux probiotiques. Et donc là, Léa, je t'invite à aller à l'autre slide. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'un probiotique? Donc là, pareil que les prébiotiques, c'est un terme qui est souvent, qu'on emploie souvent en ce moment. En fait, c'est des micro-organismes vivants, essentiellement, ça va être les bactéries, qui ont des effets bénéfiques sur notre microbiote intestinal et donc notre santé. Les intérêts de consommer des probiotiques, en fait, sont finalement un peu pareils que l'intérêt d'avoir ces bonnes bactéries, parce qu'on a compris que les probiotiques sont des bactéries, et c'est ce que je vous ai dit un peu en amont dans la présentation, c'est qu'elles vont empêcher en fait les mauvaises bactéries de s'installer dans le microbiote en se mettant à leur place. Elles vont manger les nutriments apportés par les prébiotiques à la place des mauvaises bactéries. Donc, ces prébiotiques qui sont apportés par les fibres, donc les différents aliments qu'on a vus. Et les probiotiques vont également lutter contre les bactéries pathogènes avec la production de substances bactéricides. Donc, vous voyez un peu que les probiotiques, finalement, ils ont besoin des prébiotiques qui sont en quelque sorte leur nourriture. Il va falloir apporter une alimentation constante de fibres aux bactéries pour qu'elles puissent avoir en fait un effet bénéfique pour l'intestin. Et je vous dis cela parce qu'en fait, c'est important de savoir en fait ce que nos micro-organismes mangent. Il y a donc John Cryan, la personne dont je vous ai parlé juste avant, dit une phrase que moi j'aime beaucoup, c'est « You are what you eat and you are what your microbes eat ». Et pour moi, c'est ça, en fait les micro-organismes de l'intestin vont pouvoir manger à leur faim via les fibres, pour ensuite produire tout ce qui va être bon pour l'organisme, que ce soit des vitamines, des bons acides gras, donc on pense aux oméga 3, aux oméga 6. Typiquement, ceux-là, ils vont être pas mal parce qu'ils vont fournir en fait du stock d'énergie pour ensuite faire un exercice physique, par exemple.
Et donc voilà, le but est donc vraiment de favoriser la croissance de l'activité des bonnes bactéries en consommant certains aliments. Hop, ouais. Tiens. Et il y a un type d'alimentation en particulier qui va être intéressante de consommer, ça va être les produits fermentés. Donc Léa, tu peux aller à la slide suivante. Merci. Donc, je préfère tout de suite préciser, excusez-moi, il y a un petit rayon de soleil, qu'il y a quand même quelques principes de précaution à respecter s'agissant de la nourriture fermentée. Le premier, c'est qu'il faut y aller progressivement. C'est ce que je dis toujours, notamment quand vous commencez à consommer par exemple de la kombucha. Non, ne buvez pas des litres et des litres tout de suite. Après, c'est comme toute chose, mais avec la nourriture fermentée, il faut faire particulièrement attention, puisque c'est quelque chose de particulier. Pour les personnes fragiles, pour les femmes enceintes, il faut toujours consulter votre médecin. Et en général, il faut toujours consulter votre médecin. C'est lui qui a un peu l'avis final sur votre santé. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la fermentation? Donc, Léa, si tu veux, tu peux descendre à la prochaine slide. Merci. Donc, c'est la transformation des aliments par des micro-organismes, bactéries, levures, champignons. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des aliments vivants qui ont subi une transformation sous l'action d'un ferment. Donc, pour la kombucha, ça va être le SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ça peut être également le levain, le kéfir. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas mal à la mode de faire un peu le do it yourself. Donc, il y a pas mal, moi, j'ai pas mal d'amis qui font leur propre pain. Donc, c'est génial à voir. Ils ont leur levain chez eux. Et vu que c'est un organisme vivant, il grossit, grossit, grossit sans s'arrêter. Donc, il faut toujours en fait faire du pain, faire du pain, faire du pain. Sauf si en fait on a envie de l'arrêter. Et là, on va le mettre au frigidaire pour un peu stopper l'évolution du levain. Ou sinon, il faut le jeter parce qu'en fait, il va continuer à se développer. Les créations et les goûts peuvent être complètement différents dans la cuisine fermentée, mais le processus, souvent, il reste le même. C'est que les microbes, donc bactéries, moisissures, levures, elles décomposent ou transforment les molécules des aliments pour produire des nouvelles saveurs. Et voilà, il faut se dire que la fermentation, en fait, elle fait vivre un peu ces micro-organismes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de fermentation, c'est très à la mode. Notamment dans la cuisine et par des chefs cuisiniers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un restaurant qui s'appelle Noma à Copenhague au Danemark. C'est un restaurant qui a gagné, qui a été plusieurs fois élu meilleur restaurant au monde par un guide. Eux, ils se sont basés sur, en fait, tous leurs menus sont souvent à base de produits fermentés. Donc, ils ont vraiment travaillé ce processus de cuisine, notamment parce qu'en fait, ça vraiment apporte des saveurs complètement différentes. En plus d'être sain et bon pour le corps, c'est pour ça que c'est très, très en vogue la fermentation aujourd'hui. Une des saveurs nouvelles, typiquement, qu'il y a, c'est avec ce processus un peu biologique, ça va apporter en fait la fameuse saveur umami. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. En gros, il y a 5 saveurs dans un aliment. Il y a le sucré, il y a l'amer, il y a l'acide, il y a le salé, et il y a cette dernière saveur qui est l'umami. C'est un terme japonais, ça veut dire savoureux. Et c'est un peu cette particularité des produits fermentés qui fait découvrir des nouvelles saveurs qu'on n'a jamais découvertes. Cette fermentation, qui aujourd'hui redevient à la mode, ça a été un des moyens quand même depuis super longtemps, depuis plus de 5000 ans, ils l'utilisaient pour en fait conserver la nourriture et en améliorer sa qualité. Les intérêts de la fermentation, ils peuvent être multiples, mais c'est qu'elle va améliorer en fait la digestibilité de certains produits. Donc, on peut penser notamment aux fibres de la choucroute qui vont être moins irritantes pour les intestins. Mais il y a aussi la possibilité de réduire le lactose dans les produits à base de lait fermenté. Elle permet essentiellement, surtout en fait, aux bonnes bactéries comme des probiotiques de proliférer au sein de l'aliment. En gros, en devenant plus acides, les aliments fermentés vont produire des substances bénéfiques, dont ces probiotiques qu'on a vus juste avant, qui sont en fait les bonnes bactéries nécessaires à notre microbiote intestinal.
Les produits de la fermentation, ils sont vraiment multiples. Tu peux descendre, Léa, s'il te plaît. En gros, chaque culture a un peu ses propres techniques de fermentation. En France, on peut penser au yaourt, à la crème fraîche, au vinaigre. En ce moment, c'est vachement à la mode, c'est toutes les microbrasseries. On retrouve vraiment toutes les bières, même dans les supermarchés. On trouve, il y a toujours maintenant ce rayon bière artisanale. Ça devient très très à la mode. Donc chacun a un peu leur technique pour pouvoir faire leur propre bière. Mais c'est aussi c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les boutiques spécialisées, dans toutes les boutiques bouillot. Maintenant, on voit vraiment ces produits fermentés. En Allemagne, c'était la choucroute, le concombre mariné. En Corée, c'est le kimchi, donc c'est ce chou un peu pimenté qui est vachement bon. Au Japon, il y a la sauce soja, donc on en consomme tous les jours. Bah, c'est un produit fermenté. Le miso, le miso, ça sert à la soupe miso qu'on consomme quand on va chez un Jap. Dans les pays de l'Est, on retrouve le kéfir. Kéfir également, c'est pas mal à la mode. Il y a pas mal de personnes qui font leur propre kéfir à la maison, à côté de la kombucha. Moi, je m'y connais un peu moins en kéfir. Mais on peut retrouver aussi le nyokmam, le chutney indien. Bref, il y a vraiment énormément d'aliments fermentés. Et on va faire ce petit focus sur mon aliment un peu fétiche qui est la kombucha. Donc là, tu peux descendre. Donc voilà, la kombucha, en fait, c'est quoi la kombucha? C'est une boisson en fait à base de thé vert fermenté. On peut utiliser également du thé noir. Donc, ce qui va vraiment être bien, c'est que via la fermentation, donc en fait, les nutriments du thé vont être vont encore plus enrichir la boisson. Donc, typiquement, avec moi, mon thé vert, il y a déjà pas mal d'antioxydants. Donc, c'est ça qui va vraiment faire que la boisson va être bénéfique pour le corps. Ensuite, le processus de fermentation, c'est on va mettre donc faire infuser du thé. Ensuite, on va mettre du sucre de canne bio. Moi, vraiment, je recommande toujours essayer d'utiliser les meilleurs ingrédients possibles parce que déjà votre kombucha sera encore meilleur. Et ensuite, on va mettre un SCOBY. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est cette symbiose de bactéries et de levures qui va permettre de faire fermenter la boisson. Excusez-moi, il y a un petit rayon de soleil. Et donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter à la fin de la conférence. Moi, j'ai plein de SCOBY parce qu'en fait, c'est un organisme vivant. Donc, dès qu'on fait une kombucha, on va mettre notre SCOBY, donc ce champignon à thé qui n'est pas très sexy, c'est un peu visqueux, dans notre jarre que vous pouvez voir là sur la photo. Et on va fermenter une dizaine de jours à peu près. Souvent, c'est à peu près ça que moi je recommande parce que c'est là où on va avoir les bonnes saveurs de la kombucha qu'on va les voir apparaître. Ça va créer un deuxième champignon à thé. Et donc, en fait, ça va se répliquer à l'infini, vu qu'en fait, elle va consommer tout ce qu'il y a dans le liquide, notamment le sucre. Ça va former un deuxième champignon qu'on va pouvoir réutiliser dans notre prochain batch de kombucha. Ce qui est aussi important, c'est toujours de faire une sorte de repiquage. Le repiquage, en fait, c'est une technique qui va être indispensable dans la fermentation. Ça va permettre de mieux préparer l'ensemble bactérien. En gros, l'idée, c'est en fait de donner un coup de pouce à notre produit fermenté en y ajoutant en fait une dose déjà existante de kombucha avec donc les bactéries et les levures à l'intérieur. Donc, ça va accélérer la fermentation et ça va l'améliorer. Moi, je recommande donc une dizaine de jours à peu près. On va avoir un petit goût un peu sucré acidulé. Ce qui est très intéressant, c'est que ensuite, on va pouvoir notamment, donc là, vous allez un peu avoir votre kombucha de base qui va être, on va le goût original. Ce goût-là, il est un peu trop particulier, il va avoir un peu ce goût de trop fermenté pour faire goûter aux gens. C'est un peu, moi, ce que je fais toujours un peu ce parallèle, c'est admettons que vous goûtez pour la première fois un yaourt blanc. Sans sucre, vous n'allez pas trouver ça très très bon. Il faut d'abord mettre du sucre pour accepter les saveurs, comme un café. Et ensuite, vous pouvez prendre un café ou un yaourt sans sucre. Bah là, c'est un peu pareil avec la kombucha, sauf qu'à la place du sucre, on va la parfumer. Donc, vous avez la possibilité soit de mettre des morceaux de fruits à l'intérieur et donc laisser à peu près fermenter 3-4 jours pour vraiment avoir les saveurs de ce sucre. Mais vous pouvez également mettre des jus de fruits frais bio. C'est très très bon. Il y a plein de possibilités pour parfumer sa kombucha. Vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre de la verveine. Vraiment, c'est ça qui est génial. Moi, j'ai fait une kombucha avec des baies de genièvre, donc ça avait un petit goût de gin. C'est le plaisir de la kombucha de pouvoir faire n'importe quelles infusions.
Donc voilà, vous l'avez compris un peu l'intérêt de la kombucha, c'est à la fois ce côté plaisir, parce que ça va être, vous allez avoir ce côté vraiment boisson quand même un peu sucrée, un peu gourmande, avec des parfums complètement différents. Donc moi, je fais une gingembre citron vert et une framboise hibiscus, donc c'est très sympa. Et en même temps, vous allez quand même avoir aussi le côté sain de la boisson, parce qu'en fait, c'est une boisson peu sucrée. Certes, au début, on met du sucre. En fait, le sucre, ça va permettre de favoriser la fermentation. Et à la fin des 10 jours, en fait, la kombucha, le SCOBY, on va dire le champignon, aura mangé à peu près 50% du sucre. Donc, on se retrouve avec une boisson avec une teneur en sucre très faible. Donc, ça, c'est quand même génial avec, avec le processus de fermentation et avec la kombucha. Évidemment, c'est naturel, c'est bio et il y a ces fameux probiotiques à l'intérieur de cette boisson. Donc, c'est vraiment cet intérêt à la fois le côté plaisir et le côté sain. Donc, vous l'avez compris, l'alimentation pour son bien-être, notamment intestinal, c'est primordial. Il faut savoir vraiment écouter son corps. C'est ce que je dis à tout le monde. Il faut écouter son corps avant de faire quoi que ce soit, avant de changer. Parfois, pour certaines personnes, ça peut réussir de prendre un produit fermenté. Parfois, ça ne peut pas réussir. Finalement, l'objectif, c'est d'avoir un bon microbiote, c'est de devenir la meilleure version de vous-même parce que en étant bon, en ayant une bonne santé, bah, vous allez être mieux pour les autres, mieux dans votre travail, mieux dans votre vie personnelle et ça va vraiment, et ce microbiote va vraiment impacter le reste de votre organisme, notamment le cerveau. Donc, mon petit dernier conseil, c'est manger des bactéries, mais des bonnes, et merci pour votre écoute. Et donc, Léa, tu peux aller à la dernière slide. C'est juste mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravi d'échanger avec vous, de vous faire partager ma kombucha, de vous faire goûter ma kombucha ou quoi que ce soit d'autre. Vous parler un peu de mon aventure entrepreneuriale. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez lever la main avec l'icône ou bien prendre la parole. Et on est vraiment désolé pour les désagréments et on espère que ça vous a plu malgré tout. Bon, bah écoute, je pense que Léa, il n'y a pas trop de questions. Euh, Si vous en avez de manière, vous avez mon mail, donc vous n'hésitez pas à m'écrire. Euh, et moi, je suis souvent à votre disposition, donc il n'y aura aucun problème de mon côté. Vous n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions, mais un grand merci. Je t'en prie. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.